Et bienvenue. Merci beaucoup de partager un petit bout de votre après-midi avec nous aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 16h30 et on va discuter un peu ensemble du sujet de comment parler viande dans les territoires en transition agricole et alimentaire. Je m'appelle Alizée Marceau. Je co-anime l'Alliance pour les transitions agricoles et alimentaires, ALTA, avec ma collègue Julie Cazeneuve, ici présente, et aussi avec Héloïse Descamps, donc toutes les deux de l'association Solagro. Je précise qu'on vous partagera toutes ces diapositives après l'atelier, ainsi que l'enregistrement. Donc je précise aussi par la même occasion que l'atelier est enregistré. N'hésitez pas, donc déjà, comme je le disais tout à l'heure, à vous présenter dans le chat. Malheureusement, on n'a pas pu ouvrir cet atelier en mode réunion, mais du coup, n'hésitez pas à bien utiliser le chat et à y poser toutes vos questions au fur et à mesure des interventions des témoins du jour. Il y aura un petit temps de discussion aux alentours de 16 heures. Donc voilà, on prendra vos questions à ce moment-là. Mais n'hésitez pas à les mettre au fil de l'eau. Je peux passer à la diapo d'après, s'il te plaît, Julie. Donc, avant de laisser la parole à nos intervenants, juste un petit mot sur l'Alliance ALTA, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc, c'est une alliance qui est assez jeune, puisqu'elle a été lancée en septembre 2022, autour un peu d'une volonté commune d'accroître nos ambitions respectives pour être vraiment à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux autour des transitions agricoles et alimentaires. Euh, Aujourd'hui, l'Alliance, c'est à peu près 500 organisations et individus qui participent aux ateliers, comme aujourd'hui, et qui suivent les événements de l'Alliance, avec aussi un petit noyau dur d'une soixantaine d'alliés qui sont rassemblés autour de la charte de l'Alliance, qui précise un petit peu justement les ambitions, pourquoi l'Alliance est là, etc. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir, on vous mettra un lien dans le chat. Euh, on a la chance, j'ai pas précisé, mais l'Alliance est donc coportée avec Solagro et avec l'appui de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Et on a la chance que les orientations de l'Alliance soient discutées grâce à une équipe de choc de membres qui participent, enfin qui viennent des organisations, vous voyez, là, la quinzaine d'organisations du comité d'orientation stratégique en bas à droite. Donc ça, c'est pour voilà, présenter un petit peu rapidement l'Alliance. Aujourd'hui, l'Alliance, diapo d'après, s'il te plaît, Julie. S'articule autour de deux piliers principaux dont l'objectif est bien sûr donc de faciliter l'action des acteurs et des actrices qui sont engagés à l'échelle des territoires pour les transitions agricoles et alimentaires, avec d'une part un objectif de vraiment créer un espace de dialogue et de coopération pour faciliter cette montée en compétences. Donc, par exemple, ce qu'on fait ici aujourd'hui ensemble. Et puis, un deuxième pilier autour de la volonté de créer un peu une force de proposition collective pour faire remonter les revendications, diffuser des plaidoyers aussi, pour faire évoluer un petit peu les cadres nationaux dans lesquels on agit toutes et tous. Et les actions de l'Alliance se sont jusque-là orientées autour d'un programme d'action qui cherche à faire évoluer les environnements alimentaires. Tu peux passer la diapo, s'il te plaît, Julie. Faire évoluer les environnements alimentaires pour donc accélérer la transition vers des assiettes plus durables et plus végétales. Donc, on en vient au sujet de notre atelier du jour. Donc, ça prend la forme justement de divers ateliers, aussi du suivi de porteurs de projets pilotes qui expérimentent sur des territoires et dont les travaux seront restitués à tout le monde prochainement. Euh, euh, L'objectif de tout ça, c'est donc de faire remonter et de faire ressortir un peu la diversité des leviers d'action qui existent pour faire évoluer ces environnements alimentaires, donc des environnements économiques, géographiques, physiques, aussi socioculturels, tout ce qui a un impact sur nos pratiques, nos comportements alimentaires. Euh, donc,
faire ressortir des leviers d'action, mais aussi faire ressortir des freins globalement à l'évolution de ces environnements alimentaires. Et notamment, un des freins qui a pu ressortir de nos ateliers précédents, c'était justement cette difficulté à parler de la réduction, la nécessaire réduction de la consommation de protéines animales, notamment à l'échelle des territoires, par les acteurs, les chargés de mission, etc., voilà, qui s'y frottent, et les élus aussi qui s'y frottent un peu tous les jours. Alors que par ailleurs, il y a aujourd'hui un consensus scientifique qui est très large à ce sujet-là. Et on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet des discussions du jour. Donc on vous a remis là des petites informations. J'ai pas précisé, mais si vous voulez suivre les prochains événements, les prochaines actus de l'Alliance, vous pouvez vous inscrire au bulletin. Donc c'est sur ce même lien, Agir avec l'Alliance. Voilà. Et donc l'atelier du jour, les objectifs de l'atelier du jour. Julie, la diapo s'il te plaît. Merci. C'est donc dans un premier temps de partager les résultats de l'étude qu'a menée Parlons Climat récemment sur l'opinion des Français autour des questions d'alimentation, de transition alimentaire, et pour donner un peu des pistes pour comprendre les différentes positions, les nuancer, les creuser un petit peu, pour nourrir nos réflexions sur ce sujet-là, qui est quand même assez complexe. Et puis aussi rendre visible, faire remonter un peu des retours de terrain d'acteurs qui sont confrontés un peu à des difficultés pour aborder ces sujets-là. Et puis discuter ensemble de comment est-ce qu'on peut trouver un peu des termes du débat qui soient plus rassembleurs, comment en parler, et est-ce qu'il y a des premières solutions qu'on peut identifier. En toute modestie, bien sûr, c'est des pistes de réflexion. On démarre, ça va contribuer à nourrir ces études. Enfin, voilà, les échanges du jour vont contribuer à une réflexion un peu plus large euh, sur ce vaste sujet. Donc, oui, je reprécise qu'il y a un temps de questions à la fin, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et sans plus tarder, ah oui, je vais présenter nos intervenants. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Anna Fauché de l'association Let's Food et Damien Cahen de Parlons Climat. Et donc je vais sans plus tarder laisser la parole à Anna, si tu veux bien démarrer pour des petits retours de terrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Donc nous, c'est un peu, on n'était pas exactement sur le même timing avec Alta parce qu'on est en train de réfléchir effectivement à une publication qui n'est pas encore finalisée, qui n'est pas encore rédigée, qui, on l'espère, devrait arriver en novembre. Mais donc là, l'idée, c'était de vous donner quelques premières pistes et vous expliquer aussi un peu la méthodo, histoire qu'on puisse réfléchir ensemble et peut-être alimenter la publication de vos retours, ça pourrait être très intéressant aussi. Euh, c'est toi qui as la main, Julie, sur... Ouais, je veux bien que tu Oui, passes. je l'ai. Tu peux présenter Let's Food. Merci. Donc, Let's Food, c'est une association loi 1901. On accompagne depuis 2017 des territoires en France et à l'étranger dans la construction de systèmes alimentaires durables, résilients et solidaires. Et on s'appuie notamment sur la coopération territoriale et l'échange de pratiques, donc à la fois aux échelles locales, nationales et internationales. On est 3 dans l'équipe. Donc il y a Louison Lançon qui a cofondé l'association et Anne Rago qui nous a rejoint il y a un an et qui rédige cette publication qui malheureusement n'a pas pu être là cet après-midi. Donc je vais essayer de répondre au mieux aux questions et simplement dire je ne sais pas quand je ne sais pas. Donc au pire, on essaiera d'intégrer vos questions et les réponses dans la publication si jamais on n'a pas réussi à tout éclairer, ce qu'on ne fera pas clairement. Rappel juste de nos activités, donc on accompagne des projets alimentaires territoriaux, on accompagne aussi des stratégies alimentaires parce que c'est pas toujours en France. On fait de la coopération internationale. En deuxième axe, on a un centre de ressources qui s'appelle Let's Food Ideas où on recense un petit peu on recense des initiatives portées par une diversité d'acteurs.
Et on fait des publications, et c'est dans ce cadre-là qu'on réfléchit sur comment parler viande dans les projets alimentaires territoriaux. Donc on en a fait déjà 5-6 sur des sujets qu'on souhaite mettre à l'agenda, comme par exemple les Outre-mer, où il nous semblait qu'il n'y avait pas assez d'informations, et donc on prend du temps pour creuser certains sujets. Et notre troisième axe, c'est la formation et le renforcement de compétences. Donc on intervient auprès des universités, on fait aussi des formations d'élus, et on se lance depuis quelques années dans la construction de MOOC territoriaux, pour pouvoir former les parties prenantes d'un territoire sur les initiatives du territoire, les principales données, pour pouvoir construire des plans d'action qui soient ambitieux et territorialisés. Voilà pour la présentation de l'asso. Et je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment on en est arrivé à cette question? Bon, ben, j'imagine un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'avec des objectifs de transition agricole et alimentaire, se pose la question à la fois de la réduction de la consommation de la viande et des impacts que ça peut avoir sur l'élevage sur les différents territoires. Notamment au fur et à mesure des accompagnements qu'on a pu faire. Donc en France, surtout, on s'est rendu compte que ça suscitait beaucoup de tensions, que ces enjeux-là suscitaient beaucoup de tensions, qu'il y avait beaucoup de crispation, de posture entre les acteurs sur les territoires qu'on accompagnait, à la fois sur les questions d'élevage, mais à la fois sur la consommation de viande, comme si d'ailleurs c'était forcément lié sur les territoires alors que ça l'était pas forcément. À l'étranger, c'est peut-être juste vous faire un retour d'expérience, c'est pas du tout un sujet. Enfin, nous, on a accompagné des territoires en Amérique, du Sud, c'est pas un sujet. En Asie, un peu moins encore, ou alors de façon très anecdotique. Et peut-être là où c'est intéressant, c'est, sur des territoires comme le Maghreb, où, il y a des traditions, dans le régime méditerranéen de légumineuses qui sont en train de se perdre, du fait, notamment de l'arrivée des supermarchés, bon, depuis les années 2000, mais finalement de produits, bien plus diversifiés et d'accès à, différents types d'alimentation. Donc c'est aussi intéressant de voir comment on a des transitions, heu, alimentaires, de régimes alimentaires qui arrivent sur les territoires, et d'autres où, la consommation de viande est tellement ancrée qu'on n'arrive même pas à échanger. Enfin, on a travaillé sur l'Afrique du Sud, par exemple, où là, c'était pas un sujet. Bref, je reviens en France, et donc le constat qu'on a du mal à échanger sur ces sujets, et que, on a pu être accusé de certains mots, de fait de n'avoir que posé, par exemple, certains constats du GIEC, comme quoi l'élevage était responsable, d'un certain pourcentage de déforestation. Donc, même sur certains mots, on a du mal parfois à ne serait-ce que les prononcer sans que ça, crée des tensions. D'où, l'envie de réfléchir sur ces questions. Comment on évoque ces sujets-là? Comment nous, on accompagne, nos cibles qui sont les collectivités, donc les chargés de mission et les élus. Les chargés de mission parfois vis-à-vis de leurs élus, parce que c'est pas toujours aussi, les mêmes visions. Donc comment on accompagne, ces acteurs-là pour, aborder, comprendre les postures et aborder ces sujets-là. Hem, voilà ce qu'on je réponds pas aux questions, je les regarde pas, on y répondra après, OK. Et puis la nécessité bien sûr, ben, d'intégrer ces questions-là face au poids de l'élevage, de la consommation de viande dans les trajectoires de transition et dans, les différents scénarios, qui nous amèneraient à à des régimes et des, mmh, des façons de produire, qui soient, moins impactantes. Peut-être juste pour replacer le contexte de l'étude, donc il y a pas de moyens dédiés, à cette étude. Donc nous, quand on fait des publications, on les fait sur notre temps. Bon, parfois, elles sont financées, mais très peu, mais souvent, c'est des sujets qu'on a envie d'amener nous. Donc il y a pas de moyens, il y a peu de temps aussi. Donc là aussi, c'est pour ça qu'on est preneuse de vos retours.
Nous, on a fait surtout des recherches bibliographiques et l'idée, c'était de s'inspirer des dernières études. Il y en a sûrement d'autres qu'on va intégrer, et notamment celle de Parlons Climat. Bon, il y en aurait sûrement plein d'autres, mais l'idée, c'est de capitaliser sur ce qu'on a pu lire, entendre. On a fait quelques entretiens auprès de collectivités et auprès d'acteurs du système alimentaire, donc des experts, essayer d'avoir différents acteurs sur les chaînons. Rapidement, le plan de l'étude, donc dans un premier temps, il y a 4 phases qui sont prévues. Une étude des différents maillons de la chaîne et différents types d'acteurs, donc pour comprendre un peu, décortiquer les postures, les priorités, les points de blocage et donc identifier, de là, les leviers d'action que la collectivité peut mobiliser auprès de chaque acteur sur ces sujets, consommation et production, donc pour pouvoir intervenir. Ensuite, un peu une description du débat, donc les raisons de sensibilité du débat, essayer d'exposer un peu les phrases qui reviennent, qui crispent et décortiquer un peu les clichés qui sont véhiculés comme pour pouvoir donner un peu des arguments, aux élus, aux chargés de mission. Non, pardon, le plan n'est pas exposé, mais vous l'aurez quand la publication sera en ligne. Hem pour, donner des termes, des arguments, pouvoir dépasser un petit peu, ces clichés. Le troisième axe, ce sera les clés pour aborder le sujet. Donc, il y a pas de solution miracle, mais parfois c'est des petits détails, qui ont marché sur certains territoires, et auxquels il faudrait redonner, leur importance, pour, justement, faciliter l'échange et le dialogue et désamorcer, certaines tensions. Favoriser la construction de démarches collectives et enfin des leviers d'action. Donc, on essaie d'identifier certains leviers d'action concrets, en fonction des compétences de chaque collectivité, donc pour agir à la fois sur l'offre et la demande. On peut passer à la prochaine. Donc effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, enfin, ce que je disais, c'est qu'on est parti de ces constats, qu'il y avait des phrases qui revenaient, donc et donc notamment des craintes pour la santé, donc on a eu manger moins de viande, c'est être en mauvaise santé, du rejet de la remise en question de rejet de la remise en cause de la consommation en raison de la place centrale de la viande dans la culture alimentaire. Ça aussi, ça revient, assez souvent. Parfois les dénonciations d'une injonction et on les a subies nous-mêmes, associées à des mouvements politiques militants, donc d'associer, des acteurs et donc de rejeter certaines positions, par principe, on va dire. Et aussi des tensions qui sont, liées aux enjeux identitaires, bien sûr, de chaque territoire, et qui sont également, corrélées aux enjeux économiques. Donc, la sensibilité qui a fait que le débat autour de la consommation des produits animaux et la place de l'élevage qui tient aussi à l'importance des enjeux économiques liés à l'élevage sur les territoires pour les acteurs agro-industriels. Donc voilà, donc manger moins de viande, c'est tuer les éleveurs. Typiquement, ça fait partie aussi des enjeux économiques sur les territoires qui, reviennent, qui crispent. Heu, Autre constat, c'est la polarisation et les postures inconciliables, adoptées par les acteurs qui dominent, le débat. Donc ça, on a constaté aussi, mais peut-être, replacer le fait que nous, on travaille dans le cadre de PAT, donc dans des instances avec des acteurs qui sont représentants, d'autres acteurs, où il y a pas beaucoup d'acteurs finalement, quand on parle d'un territoire. Et donc on va voir avec Damien par la suite, sans spoil, que c'est toujours, intéressant en fait, de voir qu'il y a d'autres opinions et que si on prend plus largement les opinions, elles sont peut-être différentes que celles qui sont représentées, via les postures au sein des instances d'échange. Mais effectivement, on observe une polarisation du débat, avec peut-être d'une part le secteur conventionnel qui sont portés par des lobbies industriels et agricoles puissants et d'autre part, des acteurs qui font, la promotion de modes de production, transformation, consommation alternatifs, et le plus souvent issus de structures militantes, associatives de la société civile. Donc ça, j'imagine que dans vos PAT, vous le voyez aussi, la difficulté parfois à faire parler les gens ensemble, du fait de postures, anciennes et très installées et ce qui a entraîné parfois des ruptures de dialogue.
Et donc là, c'est des verbatim d'entretien qu'on a pu vous sortir, mais donc le fait il y a des aménités positives à l'élevage qui fait qu'on peut pas réduire le sujet juste à moins de viande, mais qu'en fait c'est complexe, que la communication fonctionne mal, et notamment avec les réseaux sociaux, mais aussi parfois simplement avec ce qu'on essaie d'exprimer et qu'on n'arrive pas toujours à mettre de la complexité, à mettre de la nuance dans les échanges, ce qui fait que ça polarise d'autant plus. Et donc ça rejoint un peu l'idée après que la tendance à la simplification, le manque de nuance accentue un peu la polarisation, et que le fait de partir vers des slogans pardon, simplistes, ça crispe encore d'autant plus le dialogue, et que certains sont plus audibles que d'autres en fait. Et ce qui fait qu'on occulte justement les voix un peu plus nuancées, ou qui seraient prêtes à aller vers d'autres pratiques du fait de cette polarisation et de ces amalgames et de ces raccourcis qui deviennent un peu des vérités, des hypothèses de départ qui biaisent les échanges par la suite, et la possibilité de faire à la fois évoluer les pratiques en termes de production et les comportements en termes de consommation. Et je peux passer à la suite, faut que je me dépêche. Oui. Rapidement, effectivement, donc tous ces blocages entraînent des blocages pour faire avancer les transitions agricoles et alimentaires. Le frein à la végétalisation des assiettes, ne serait-ce que pour suivre les minima imposés par la loi Egalim. Le frein à la durabilité des fermes, et notamment l'absence de remise en cause, des modèles d'élevage intensif, et donc la continuité des externalités négatives, qui sont dues à ces modèles-là. Le frein à la coopération territoriale parfois aussi, parce qu'effectivement, il y a des conflits urbains, ruraux. Et par exemple, un des verbatim, c'était: «On n'a pas la même acceptabilité, le même accueil sur ces questions-là si on est sur un territoire d'élevage ou pas», bien sûr. Il y a un clivage urbain-rural, et pour le rural, c'est vécu comme une injonction supplémentaire du fait d'imposer un mode de consommation urbain. Et je pense que je vais peut-être terminer su et des blocages interpersonnels, et j'en arrête là, je passe la parole à Damien. Des blocages interpersonnels et des tensions à l'échelle des territoires, et donc ça aussi, on constate en fait que notamment, dans le cadre, des PAT, en fait, on a un cercle d'acteurs qui, est mouvant, mais finalement avec des noyaux qui restent les mêmes, et des crispations qui restent aussi du fait de personnes et de postures, mais aussi de personnes. Et du fait que, enfin, on se rend compte au niveau politique que la consommation est très intime, et que les politiques osent pas toujours aller sur ce terrain, et que les élus sont frileux à porter des objectifs, qui n'osent pas s'emparer du sujet, donc pour des enjeux électoraux, à la fois côté élevage et côté consommateur. Hop. Merci beaucoup, Anna. Et Damien, ouais, je te laisse prendre la suite. Merci Anna. En effet, ce que je vais vous raconter, ça va apporter un éclairage supplémentaire à ce que Anna vient de dire. Euh, je sais pas si, enfin, j'avais déjà fait un webinaire avec vous il y a quelques mois où j'avais l'occasion de présenter aussi ce que fait Parlons Climat et de me présenter. Mais en quelques mots, donc moi je m'appelle Damien Cahen, je travaille dans une organisation qui s'appelle Parlons Climat, qui travaille un peu sur les mécanismes d'engagement dans la transition environnementale et écologique au sens très large. Ce travail, on le fait en regardant l'opinion, en tirant des enseignements et en produisant des recommandations du point de vue de la communication. Donc, on fait pas simplement notre boulot, c'est pas de faire des sondages, mais c'est plutôt de traduire en fait ce qu'on voit dans l'opinion en activation du point de vue des discours, si vous voulez. Dans ce cadre-là, on a réalisé pendant toute cette année une étude, enfin un gros travail d'étude et de recherche sur la question des transitions agricoles et alimentaires. C'est le fruit de nombreux échanges avec des gens, des personnalités, enfin des personnes du monde de la recherche, beaucoup d'acteurs des transitions agricoles et alimentaires, dont des représentants et représentantes de Alta, mais aussi de certaines organisations de défense du climat, de solidarité. Échanges qui nous ont permis de dresser les contours, c'est sur la slide suivante, les contours d'une étude qui n'est en fait pas encore parue, qui va paraître. Et donc,
qui va paraître bientôt. Une étude en 2 parties, dont le but était vraiment, voilà, de nous permettre de comprendre les rapports aux transitions agricoles et alimentaires au-delà de la viande. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment du sujet viande au sein de cette étude qui occupait quand même une partie importante. Donc, juste que vous sachiez, moi, ce que je vais vous raconter là, ça repose sur 2 focus group. Donc, c'est des 2 groupes de discussion organisés avec 2 fois 10 personnes qu'on a fait parler pendant, c'était des discussions qui duraient 3 heures, qu'on a fait parler pendant 3 heures de tout ce qui leur venait en tête quand on parlait d'agriculture et d'alimentation. Qu'on a plein comme ça de citations de verbatims intéressants qui illustrent qu'est-ce que ça veut dire local, qu'est-ce que ça veut dire viande, qu'est-ce que ça veut dire élevage, pour différentes catégories de population. Ces focus group, ils nous ont permis ensuite d'élaborer le questionnaire d'un sondage qu'on a réalisé avec un institut. Un sondage qu'on a réalisé à la fin du mois de mai 2024 auprès de 2000 personnes, représentatives donc de l'ensemble de la population en France métropolitaine, hein, âgée de 18 ans et plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sondage, il a été fait sur un panel, donc sur un groupe de personnes qui est le même groupe que celui qu'on avait interrogé pour un précédent sondage de 2021, ce qui nous a permis de voir des évolutions intéressantes. Et quand il y a des évolutions intéressantes sur la base des mêmes questions, je vous les indique. Donc là, vraiment, je vous présente la partie vraiment purement viande. Il y a plein de choses que je pourrais vous présenter. Et parlons climat. Enfin, comment dire, on on organise régulièrement des webinaires pour aborder d'autres sujets que la viande, mais là, voilà, on va parler de la viande. J'ai une dizaine de minutes et je pense qu'après, on pourra en discuter plus à fond si vous le souhaitez. On va donc d'abord regarder comment se positionne l'opinion sur le rapport à l'élevage, le rapport à l'agriculture au sens large, et ensuite passer sur plutôt le rapport aux transitions alimentaires avant d'aller un peu sur les enseignements qu'on pourrait en tirer du point de vue des messages, justement, un peu en soutien et un peu en écho avec ce que vient de dire Anna. Le premier point, et c'est la slide suivante, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que l'agriculture jouit d'une image positive, très positive. L'agriculteur jouit d'une image globalement très, très positive auprès de la population française. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a 90% d'images positives pour les agriculteurs en général. On est sur une des professions préférées des Français, avec quand même une nuance à apporter, c'est que ce qui est représenté dans l'esprit des personnes qu'on a interrogées, quand on vient leur poser des questions un peu plus précises, c'est en fait un modèle agricole à échelle plutôt réduite, à taille réduite, qui représente l'image d'une agriculture à visage humain, de petites exploitations, voilà, des apiculteurs, des maraîchers, bref, des gens qu'on peut croiser sur les marchés qui sont un peu, voilà, qui constituent cette image d'Épinal. Ce qu'il faut voir aussi sur ces questions-là, c'est que les éleveurs et aussi les céréaliers sont les spécialités qui ont la moins bonne image. Ils ont quand même une bonne image, mais c'est les spécialités qui ont la moins bonne image. Euh, Intéressant de voir sur la question des éleveurs, et c'est la slide suivante, qu'il y a quand même une distinction entre différents types d'élevage. Euh, déjà, il y a d'une part une distinction entre les plein air des éleveurs bâtiments. Il y a beaucoup plus un souhait de soutenir financièrement par des aides des agriculteurs des éleveurs en plein air que des éleveurs en bâtiment. Il y a par ailleurs une distinction qui est faite entre un éleveur bovin, par exemple laitier, ou d'ailleurs ovin, et un éleveur pour la viande. Un éleveur viande peut avoir une image beaucoup plus négative qu'un éleveur lait. Alors, est-ce que c'est parce que, en fait, on a l'impression que quand on achète, alors, est-ce que c'est parce qu'on a l'impression qu'un éleveur bovin viande tue des animaux alors qu'un éleveur bovin lait ne tuerait pas d'animaux? Peut-être. Et donc peut-être qu'il y a un terrain là-dessus il y a de la pédagogie à faire là-dessus aussi. Euh, Après, je nuancerai aussi comment dire, ce rapport aux éleveurs avec ce point que en fait, quand on creuse et quand on demande aux gens c'est quoi l'agriculture pour vous, l'agriculture, en fait,
OK, c'est le petit maraîcher, etc. Mais en fait, on voit aussi, les gens nous citent beaucoup des vaches dans les prés, avec c'est une vision d'une agriculture paysanne, un peu typique de l'éleveur Massif Central, en prairie, si vous voulez. Et donc, il y a une forme d'attachement à cette image-là qui est quand même très exploitée et sur laquelle capitalisent beaucoup les acteurs de l'agriculture, à commencer par le salon de l'agriculture qui représente l'agriculture par une vache. Et donc, ça dit tout de ce que, ce que ce secteur renvoie en fait comme représentation au sein de la société. Et ça a été pas mal documenté dans une note, et vous le verrez dans les slides, j'ai mis le lien, mais dans une note qu'a fait le Centre d'études et de prospective du ministère de l'Agriculture, qui a étudié justement la représentation médiatique des, des agriculteurs. Donc voilà, sur l'attachement aux éleveurs, aux agriculteurs, voilà, un regard intéressant, un regard nuancé. Maintenant, c'est intéressant de voir si ça se traduit sur la consommation de viande et comment ça pourrait se traduire sur la consommation de viande. Donc, toute une partie de l'étude qu'on a faite, elle partait d'une question qui était au cours des 2 dernières années, comment avez-vous fait évoluer votre consommation alimentaire? Les gens pouvaient choisir plusieurs, enfin sur chaque proposition qu'on leur proposait, ils nous disaient oui beaucoup, oui un peu, non et non pas du tout. Et donc il y avait plus de bio, plus de saison, plus de local, moins de viande et moins de produits issus de la production animale. Ce qu'on a vu, et c'est sur la slide suivante, c'est que 61% des personnes nous déclarent avoir réduit leur consommation de viande au cours des 2 dernières années. Euh, comment lire ce chiffre? Je sais que on n'est pas du tout sur la tendance réelle de la consommation. On est sur comment dire, du déclaratif. Et donc, nous, ce chiffre, on le lit de manière assez intéressante dans le sens où ça traduit le fait qu'il y a une forme de norme sociale, du fait que maintenant, en fait, oui, il faut manger moins de viande. C'est quelque chose qui est accepté euh, et qu'on dit plus facilement finalement qu'avant. En 2021, on avait un chiffre moins élevé sur ce point-là, par exemple. Euh, Quand on dit qu'il est entré dans la norme, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de dire il faut manger moins de viande. On est plus sur maintenant, passons à l'étape d'après, racontons comment manger moins de viande. Ce chiffre, il est aussi à mettre en résonance avec le fait que finalement, les personnes ayant adopté des régimes végétaliens sont présents dans l'espace social de beaucoup de profils différents de Français. Un Français sur deux connaît un végétarien, 40% connaissent un végétalien, donc ça veut dire que c'est pas non plus, on n'est plus sur des hulaberlus qui sont complètement détachés de la société. Les gens connaissent, il y a pas d'image négative de ces profils, de ces personnes-là. Après, sur la consommation de viande, quand même, ce qu'il faut voir, c'est que la santé, la qualité, le prix sont les principaux arguments qui justifient la baisse de consommation de viande quand on demande oui, vous avez réduit votre consommation de viande, mais dites-nous pourquoi. On nous cite d'abord la santé, le prix et le fait que ça me permet aussi d'en consommer moins, mais mieux. L'argument environnemental, lui, il est très peu compris. Et en fait, il n'y a presque pas de lien entre environnement et consommation de viande. En revanche, on le verra ensuite, il y a quelque chose d'intéressant sur le bien-être animal qui peut en plus permettre de réunir les opposés. Euh, sur, je voulais juste revenir sur la slide suivante sur le rapport justement aux personnes ayant adopté des régimes végétariens ou végétaliens. Parce que je sais que enfin, on sait que il y a du clivage qui se construit beaucoup, il y a autour de ça, parce que il y a un intérêt probablement médiatique ou politique à créer des oppositions sur ces régimes-là. Il y a eu des débats sur les barbecues, est-ce que c'est un truc de mec ou pas? Enfin bref, en fait, ce qu'on voit, c'est que en fait, les gens qu'on a interrogés, euh, globalement, peu leur importe qu'on mange végétarien ou végétalien, en fait, il n'y a pas d'image particulièrement négative de ces régimes-là. Il y a 10% des Français qui ont une très mauvaise image des végétaliens, 7% qui ont une très mauvaise image des végétariens. C'est peu. C'est principalement chez les hommes. Et c'est d'autant plus peu qu'en fait, on a 24 et 22% de personnes qui se prononcent pas sur leur opinion par rapport au régime. Ça veut dire à ces différents régimes. Ça veut dire que, en fait, les gens, enfin, il y a un peu cette idée de les gens font ce qu'ils veulent. Enfin, il n'y a pas de, c'est pas à moi de, enfin, il y a une acceptation que, tout est, enfin,
tout le monde a sa place et tous les régimes sont bons, si vous voulez. Et il y a cette citation qu'on tire de nos focus group: manger végétarien, ça touche maintenant tout le monde. Il y en a même au McDo, ça touche beaucoup les jeunes. Enfin, c'est quelque chose qui est bien présent dans la société. Après, c'est pas pour autant que les végétariens ont une image particulièrement positive comparée à d'autres mangeurs, par exemple les flexitariens, qui sont ceux qui font vraiment consensus, si vous voulez. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a quand même un effet âge assez important sur ce rapport aux personnes s'alimentant sans viande. Il y a le fait d'être actif ou non qui va jouer aussi. Il y a un effet diplôme. Il y a un effet droite-gauche aussi. Il y a un effet concerné ou non par le changement climatique et le bien-être animal. Donc, il y a quand même une forme de clivage qui peut s'opérer, quand bien même dans l'ensemble, dans la population, il n'y a pas de rejet de ces types de régimes. Je vais passer vite sur la slide suivante, mais aussi pour vous rappeler, et parce que j'en ai déjà un peu parlé, mais vraiment sur la baisse de consommation de viande, et c'est ce que disait Anna, en fait, la santé, les finances, c'est vraiment l'argument principal. Enfin, ce sont les deux arguments principaux, toutes catégories sociales confondues. Après, il y a des effets CSP, donc catégorie sociale, il y a des effets âge, mais globalement, c'est ce qu'on retrouve le plus, à la fois, et donc c'est les deux graphiques de droite, à la fois sur le moins de viande et à la fois sur le moins de produits issus de la production animale, donc les œufs, le lait, etc. Euh, le troisième argument, c'est souvent le bien-être animal. Et ça, c'est un point intéressant. On va y revenir. Et je l'ai déjà dit, le facteur environnemental, finalement, il est assez peu cité et il est beaucoup plus cité par les catégories sociales les plus élevées et les plus hauts niveaux de diplôme. Ce qui est moins le cas de l'argument bien-être animal. Qui peut aussi être cité par les personnes à bas niveau de diplôme, donc un argument intéressant aussi. J'ai dressé un portrait plutôt positif de ce rapport à la consommation de viande. Après, il faut regarder l'envers du miroir, d'une certaine manière. Donc, les freins potentiels sur la slide suivante, c'est qu'on a quand même 27% des personnes qu'on a interrogées qui ne sont pas prêtes à réduire leur consommation de viande. Et ça, c'est d'autant plus fort chez les personnes qui ne sont pas préoccupées par la question environnementale et le bien-être animal. Donc, encore une fois, il y a un effet là-dessus. Si tu cliques, il y a ma première bulle qui va apparaître. Ah, ça apparaît pas comme je veux. Bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a d'abord, par rapport à ces freins, il y a cette idée de la santé. Il faut pas aller dans l'extrême. Beaucoup deviennent végétariens, sauf qu'ils ne le font pas bien et on tombe malade et il y a des carences sur tel et tel truc. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit, qui est beaucoup revenu, notamment chez les personnes rencontrant le plus de difficultés financières. L'autre frein potentiel, c'est une forme d'hédonisme en bas à gauche. Et c'est notamment plus fort chez les personnes aux plus catégorie sociale peut-être un peu plus aisée. Il y a un côté sympa. On a observé beaucoup de connivence dans les discussions dans nos groupes quand on a parlé de viande, etc. Il y avait ce côté, une bonne bidoche, c'est quand même sympa, c'est quand même bien, etc. Voilà. Il y a aussi ce côté, la viande, la peau croustillante, les odeurs, le visuel, la sauce, ça me donne beaucoup plus envie. Un plat grillé bien doré, ça m'attire beaucoup plus qu'un plat végétarien. Donc, c'est ce qu'on voit en haut à droite, qu'un plat, par exemple, de pois chiches. L'autre point, c'est donc la convivialité. Les personnes sont prêtes qu'on a interrogées, en focus group, elles sont pas réticentes à manger des plats végétariens. Il y a pas de souci à ça. C'est plus que, en fait, un plat végétarien, je me le fais pour moi, mais quand j'invite des gens chez moi, c'est pas très convivial de leur faire un plat de pois chiches. Je préfère leur faire une viande. Pareil quand je vais au restaurant, c'est inimaginable dans un contexte de sociabilité de pas mettre de la viande sur la table. Donc là-dessus, il y a quand même un terrain de conquête, il y a un terrain à conquérir en termes d'imaginaire, si vous voulez. Et le dernier point, c'est la praticité. Désolé, c'est un peu familier comme formulation, mais ça nous a été dit comme tel. Ce qui est chiant, c'est de trouver des alternatives, qu'on nous donne quelque chose de concret, parce que c'est aussi difficile en fait pour les personnes avec qui on a pu avoir des discussions de trouver des bonnes manières de cuisiner végétarien. Donc voilà pour 4 freins potentiels. Ce qu'il faut retenir de ça sur la slide suivante, c'est que quand même, on est dans une phase de transition.
mais que les alternatives manquent de désirabilité et ne sont pas vraiment encore ancrées dans les imaginaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, il y a plus besoin de convaincre qu'il faut moins de viande. Il faut maintenant, il y a un peu cette idée de travailler sur de travailler sur la désirabilité, sur apporter des solutions et aussi apporter des représentations différentes de qu'est-ce que c'est bien manger. Euh, Ensuite, je terminerai par, d'ailleurs, c'est le point numéro 3. Désolé, j'ai mal numéroté mes chapitres, mais je terminerai là-dessus sur, comment dire, la partie un peu plus ouverture, argument, un peu recommandation, on va dire. Euh, c'est quand même sur la slide suivante un point important qu'on a pu chiffrer, hein, et qu'on a pu avoir beaucoup en discussion, c'est que quand même, chez certains, et notamment chez les catégories qui rencontrent le plus de difficultés financières, il y a un rapport à la consommation de viande qui est singulier. Certes, il y a une transition déclarée vers le moins de viande qui est assez importante. Après, chez beaucoup, c'est un flexitarianisme subi, parce que bah, faute de moyens. Et en fait, quand on dit qu'on consomme moins de viande, derrière, on va se rabattre sur d'autres protéines comme les œufs. Aussi parce qu'il y a peut-être, il n'y a pas idée que, en fait, il y a d'autres protéines que des protéines animales qui peuvent être intéressantes. Euh, Julie, si tu veux, tu peux cliquer, il va y avoir des petites citations qui vont apparaître pour illustrer tout ce que je viens de dire. Super, merci. L'autre point, c'est que quand même, notamment chez les catégories sociales les moins élevées, faut pas oublier que la viande reste un objet de conquête sociale. Euh, ça peut être vécu comme une forme de violence de se dire, ah bah, en fait, je suis pas capable de mettre de la viande sur la table familiale tous les soirs. C'est un échec. J'ai échoué. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ce qui veut dire aussi que quand on va être sur un discours, il faut arrêter de manger de la viande, ça peut aussi créer du clivage et créer du rejet. Euh, et que donc par rapport à ça, il faut peut-être plus apporter des solutions. L'autre point, c'est qu'il y a quand même il y a une préoccupation pour le bon équilibre alimentaire. On l'a vu juste avant. Ok, je veux bien manger moins de viande, mais en fait, si c'est pour, enfin, j'ai besoin d'être sûr que je vais avoir des alternatives nutritionnelles qui vont me permettre de continuer à être en bonne santé. Besoin d'alternatives désirables. Et aussi, il y a quand même un effet viande rouge vs le reste, vs les autres viandes. Oui, ok, manger moins de viande rouge, ok. Mais en fait, le poulet, c'est pas vraiment de la viande. Et donc, je me permets de. Enfin, c'est ok c'est plus ok d'en manger. Euh, Petit zoom sur le bien-être animal, sur les différents arguments. C'est un argument plus fort que l'environnement, sans pour autant être un argument majeur pour les transitions alimentaires. Mais en fait, quand on interroge les gens sur les fermes, usines, par exemple, et qu'on leur demande enfin, ils nous disent ouais, il faudrait les supprimer, toutes ces fermes de masse. Les poulaillers, où ils voient même pas le jour, le bien-être animal, je sais pas où il est dans ces contextes-là. C'est quelque chose qui est vécu de manière assez violente chez certaines personnes, notamment des personnes, des catégories sociales moins élevées. C'est aussi quelque chose où on nous a souvent dit ouais, mais en fait, ça, enfin, ok, l'environnement, etc., mais en fait, euh, quand on voit comment les poules ou les cochons ou quoi sont traités dans ces élevages-là, c'est révoltant. Et on l'a entendu dans beaucoup de focus group, pas seulement celui-là, mais d'autres qu'on a fait avec d'autres ONG. Et puis oui, bien-être animal, mais ne pas oublier que les raisons financières et sanitaires restent très fortes. Euh, qu'elle reste très forte, que le bien-être animal, quand bien même, ça reste une raison. C'est par ailleurs un argument qui est bien compris par tout le monde. Que les normes protection de bien-être animal sont jugées insuffisantes aussi par beaucoup de personnes. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel il y a de la réunion, il y a de la convergence possible et notamment de la convergence d'opposés, de gens plutôt de droite et des gens plutôt de gauche, si je devais vulgariser un peu mon propos. Et après, il y a un défi après, par rapport à ce côté élevage intensif en bâtiment. Il y a un défi sur la quantification qui est assez important et qui a été beaucoup documenté par Romain Espinosa, qui est un chercheur au CNRS qui explique il y a une réalité qui est assez mal perçue. Et donc, il y a peut-être un terrain aussi là-dessus de communication. Tout ça pour dire que, c'est la slide suivante, que on a en fait un terrain favorable pour aller vers une forme de normalisation
du sans viande, sachant qu'on a une tolérance et un intérêt partagé pour les régimes alimentaires moins basés sur la viande, que les végétaux intéressent, que les fruits et légumes intéressent, que les légumineuses intéressent, que beaucoup de gens nous disent oui, bah, j'ai fait évoluer mon alimentation vers plus de légumineuses cette année, pour des raisons de santé quand même, hein. Donc il y a quand même ce tissu d'indices qui nous font dire oui, voilà, on a passé une forme de cap, le moins de viande est acquis. Maintenant, essayons de ne pas créer de nouveaux clivages et plutôt soyons dans la création de nouveaux imaginaires, de nouveaux référentiels de qu'est-ce que c'est de manger en 2024 et pour le futur. Euh, Apportons en fait finalement euh, des exemples de ce que peut être un bon plat qui n'est pas donc un plat avec de la viande. Euh, et après, bien sûr, faut tenir compte des différences de sensibilité voilà, entre droite et gauche. Ça, je vous l'ai un peu dit, mais il y a quand même des clivages qui existent encore là-dessus. Il y a aussi des différences ténues sur ce qu'on appelle les familles de valeurs. Donc ça, je fais un peu de teasing sur le reste de l'étude. Mais en gros, il y a différents personas que nous, on identifie dans la société française qui ont quand même des rapports un peu nuancés à la question du moins de viande et donc qui induisent de mettre en avant des messages un peu différents. Je pense que je peux m'arrêter là. J'avais un peu ces slides récap, mais je pense que je peux m'arrêter là parce qu'il est déjà 48 et je m'étais dit 45, entre 45 et 50 pour l'arrêt. Est-ce que Si ça c'est vous bon pour va, toi, sinon Alta? tu peux prendre, si tu veux prendre 2 minutes de plus, tu peux, sinon c'est très bien. On peut repasser la parole à Anna. Bah, juste pour vous dire ce que j'avais mis sur la slide pour Ouais, résumer. vas-y. En fait, le pour résumer, c'était juste voilà deux trois petites pistes comme ça que je m'étais notées qui sont intéressantes par rapport à ce qu'on vient de dire. Il y a un intérêt sur le bien-être animal. En termes de communication, il y a un terrain pour faire le bon état des lieux sur l'élevage aujourd'hui. Euh, il y a un discours, sur l'agribashing. Donc c'est un terme que j'aime pas, mais qui est utilisé par ceux qui combattent les écolos notamment. Il faut peut-être le déconstruire aussi, se montrer aussi qu'on se met du côté d'une certaine forme d'élevage. Ça c'est important. Aller sur le narratif de la qualité, le mieux, la qualité, mettre ça un peu au centre du débat. Il y a un intérêt quand même à continuer à expliquer le lien entre viande et climat parce qu'il est encore assez peu compris et c'est le rôle d'organisations qui travaillent sur les questions d'environnement. Il y a peut-être un sujet souveraineté alimentaire qui est intéressant aussi sur la viande parce que enfin, voilà, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de profils qui sont assez inquiètes de l'import de produits étrangers. Euh, il y a un côté, voilà, et beaucoup de Français sont plutôt pour favoriser une agriculture à échelle locale. Donc, ça peut être intéressant de se dire, OK, bah, en fait, si on est sur un élevage raisonné à petite échelle, ça nous permet de ne pas trop être dépendant de l'importation de soja, par exemple. Et enfin, il y a vraiment quelque chose sur les imaginaires qui est important. Aujourd'hui, on met un visage derrière un éleveur, mais on met pas vraiment des visages derrière quelqu'un qui cultive des légumineuses ou des lentilles, ou des pois chiches ou des choses comme ça. Donc pensez aussi les incarnations. Voilà pour moi. Et merci. Merci Damien. Elle est quand même bien utile cette petite dernière diapo, donc bien merci. Et puis je propose à Anna de reprendre la parole justement pour revenir suite au premier un peu constat et retour de terrain que tu avais pu faire au début, d'aborder des un peu des premières solutions que vous avez pu réfléchir et suite à vos échanges euh, avec vos interlocuteurs sur le terrain. Ça peut être intéressant d'avoir vos premières pistes de réflexion là-dessus. Je te laisse prendre la suite. Oui, alors je reprends. Merci en tout cas, Damien, pour les résultats. Je les trouve intéressants et ça vient un peu compléter ce qu'on propose nous. Bon, c'est rien d'exhaustif, hein, c'est des retours d'expérience suite croisés qui nous permettent de sortir des idées. Donc, les objectifs de la publication, c'est d'aider les collectivités à identifier les parties prenantes, ce que je disais, leurs intérêts, priorités et les outiller. On peut passer à la prochaine slide. Je pense que ça rejoint un petit peu cette idée que finalement, il y a
des profils différents et il y a des nuances à apporter dans les consommations. Et donc, c'est dans ces nuances et dans ces profils qu'il faut aller chercher en fait les dialogues et qu'il faut aller chercher peut-être les évolutions sans forcément aller vers de la radicalité, mais justement aller dans ces brèches. Nous, sur les territoires, ce qu'on remarque, c'est que il faut peut-être identifier les parties prenantes et aller chercher les acteurs qui sont moins audibles, peut-être les indécis, les non militants, c'est ce qu'on je disais, donc on a souvent des jeux de posture, donc justement aller chercher en fait ces nuances, ces gens qui peut-être sont prêts à réduire, peut-être ont un avis favorable sur les éleveurs, mais en tout cas aller chercher ceux qui sont prêts à échanger. Euh, donc, on en parlait aussi, donc réaliser peut-être une cartographie d'acteurs, comprendre les postures et les personnalités. Et si certains ne sont pas enclins au changement, ce qu'on disait, d'autres, ils attendent peut-être qu'on leur expose les risques, qu'on leur montre les débouchés potentiels par des solutions collectives. Et donc, ça nous semble particulièrement important, d'autant qu'on parle souvent de cette, chez les éleveurs notamment, de cette crise de la représentation dont les instances peut-être ne représentent pas toujours, et c'était un des résultats de l'étude de 2023 de l'Institut BVA Excite pour Parlons Climat, notamment Terra Nova et le collectif Nourrir, où il y avait 40% des agriculteurs qui ont participé à des mobilisations au cours de ces 6 derniers mois qui n'étaient pas syndiqués et 87% qui estiment être mal représentés dans le débat public. Et nous, enfin, j'ai participé à pas mal de réunions où parfois les agriculteurs qui font de l'agroécologie ou autre, enfin, ou des éleveurs qui sont sur d'autres pratiques ne sont pas syndiqués. Et pourtant, dans les PAT, bien sûr, on a ces représentants. Donc c'est quand même intéressant de se dire, bon, bah, en fait, peut-être il y a d'autres éleveurs et peut-être d'autres acteurs qui, eux, seraient prêts à aller vers d'autres pratiques. Donc inviter de nouveaux acteurs aussi, élargir les discussions, penser aux négociants notamment, peut-être, bon, les acteurs de la restauration collective sont associés. Euh, mais les négociants, pas toujours, et peut-être ne pas viser non plus les représentants ou les enseignes, mais viser les personnes. Et donc ça, on parlait notamment de la grande distribution, où en fait, quand on a des exemples de territoires et qui travaillent notamment avec des éleveurs qui peuvent être aussi freinés à travailler avec des grandes distributions, bah, c'est intéressant de connaître les acteurs de territoire et de se dire, bon, bah, en fait, cette grande distribution-là, ce franchisé-là, il fonctionne pas pareil, il a plus de marge de manœuvre, et lui, il est intéressé à travailler avec des éleveurs locaux ou à valoriser différemment. Euh, donc ça c'est intéressant aussi à ajouter de la nuance dans ce qu'on appelle la grande distribution qui n'est pas monolithique et qui peuvent avoir des visions différentes vis-à-vis de la viande. Et je fais référence aussi notamment au rapport du RAC sur le lien entre grande distribution et consommation de la viande. Idem pour les parents d'élèves aussi, on a des représentants qui parfois, bah, on le sait, dans les territoires, se font des levées de boucliers dès qu'on a un repas végétarien. Là aussi, il y a peut-être d'autres parents d'élèves, il y a peut-être d'autres représentants. Alors c'est difficile parce que c'est pas toujours ce qu'on entend, mais il y a d'autres visions et c'est un peu, j'ai l'impression, les nuances que apporte Damien dans les résultats de cette étude. On peut changer de slide, Julie, merci. Toujours dans les outils qu'on essaie de construire auprès des collectivités. Donc le choix des termes, bien sûr. Les termes choisis doivent permettre de dépasser les clichés, désamorcer les crispations, en s'appuyant sur des problématiques de territoire qui permettent de rassembler pour identifier collectivement les solutions. Donc on pense au rapport de l'IDRI, des filières viande françaises sous tension entre pression compétitive et accès à la biomasse qui invite par exemple à initier la discussion autour d'une mise en débat de la situation d'élevage sur le territoire et la construction de scénarios tendanciels sur ce qui deviendrait d'ici à 2050. Et donc ça permet de voir un peu qui sont les perdants, qui sont les gagnants et ouvrir des discussions sur des problématiques et des solutions parce qu'en fait il y a des problématiques et notamment pour les éleveurs. Et c'est bien l'idée des territoires et des charges d'émission que d'aller aussi trouver des solutions, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient en termes de pratique. Donc ça nous semblait intéressant et ça rejoint aussi peut-être l'idée de créer un nouveau référentiel, un nouvel imaginaire et notamment à l'échelle des territoires.
On avait des exemples aussi qui étaient intéressants autour de problématiques déjà identifiées sur les territoires pour fédérer les acteurs. Donc là, on avait l'exemple que vous connaissez peut-être du PAT du Grand Thunois-Morvan, où là, face à la fermeture de l'abattoir communal en 2012, il y a eu une forte mobilisation des éleveurs et de la population locale, donc qui ont levé des fonds privés en vue d'investir dans un nouvel abattoir. Et donc là, l'idée, c'était de construire un nouveau modèle économique, pardon, et de s'assurer surtout de la pertinence du projet au regard des besoins du territoire. Et ça, je le redis parce que je trouve que sur les PAT, souvent, en fait, on a des levées de boucliers, pas des éleveurs, alors même que dans la restauration collective, ben, c'est pas la viande locale qui est desservie, et pour tout un tas de raisons techniques qu'on n'oublie pas et de nuances sur chacun des territoires. Mais il faut pouvoir parler des deux sans forcément les associer. Euh, donc là aussi, dans ce PAT, ils ont associé une grande distribution locale, et donc il y a un partenariat qui s'est créé. Ça peut être sur des marques locales aussi. On avait parlé avec la marque Nous, donc qui est une marque de la Chambre d'agriculture en Ariège, et qui peut permettre donc des démarches collectives qui petit à petit amènent aussi à des changements de pratiques de tout un tas d'acteurs. Donc ça nous a semblé intéressant. Et enfin, donc, adapter la communication au contexte local. Et là aussi, je vois les questions, mais il faut prendre en compte toutes ces nuances. Et l'idée, c'est de pas forcément partir dans des messages radicaux, mais en tout cas, créer ce nouveau récit autour des réalités du territoire, sur l'élevage, sur la consommation de viande, et d'arriver à apporter cette nuance un peu nécessaire. Et donc la prochaine slide, qui revient aussi sur l'idée de s'appuyer sur des personnes, et ça nous a semblé particulièrement pertinent quand on a échangé avec les acteurs, c'est cette notion de médiation. Donc s'appuyer sur des personnes et non pas les structures qu'elles représentent, et donc non pas les postures qu'elles sont censées toujours porter, et donc arriver à trouver des gens, en fait, qui, eux, sont dans le dialogue. Et c'est marrant parce que le facteur humain, on dit souvent que le facteur humain est bloquant, mais le facteur humain peut s'avérer être un fabuleux levier si on arrive à trouver des gens, en fait, qui arrivent à échanger, arrivent à apporter de la nuance dans leur discours et à avoir cette intelligence sociale, je dirais, et d'arriver à échanger avec différents types d'acteurs. Donc, identifier pour chaque et au sein de chaque catégorie d'acteurs les bons messagers. On a appelé ça des passeurs. Et s'appuyer sur ces acteurs intermédiaires avec qui les contacts sont déjà établis et qui faciliteront les contacts avec d'autres acteurs. Donc par exemple, on parlait des négociants, qui sont des acteurs importants qui vont arriver à convaincre, convaincre, pardon, des éleveurs de localiser une certaine partie de leur activité. Euh, on avait mis la définition, je vais accélérer un petit peu. Euh, mais du coup, de façon plus informelle, donc d'arriver à identifier ces personnalités. Et donc, ce qu'on a constaté, nous, c'est que souvent, si on a un background en agriculture, bah, c'est plus facile pour aller parler avec des éleveurs. En fait, c'est toute cette question de comment on crée une crédibilité, une légitimité pour pouvoir parler de certains sujets. Et je le sens déjà peut-être dans les questions. En fait, si on n'a pas tout le bagage technique, eh ben, on n'est pas toujours écouté. En fait, on est considéré comme, enfin, moi, dans les listes agricoles, quand on intervient, on est considéré comme les bobos urbains qui ne savent que parler que de l'alimentation. Donc, il faut arriver et jouer le jeu de, ben, écoute, ce passeur-là, ce médiateur-là, il a le background qui te permet, qui te paraît légitime, qui te paraît crédible pour pouvoir aller parler aux éleveurs. Ou alors, il faut que ce soit quelqu'un du territoire. Enfin, on a eu ces exemples-là avec des acteurs qu'on a interrogés pour pouvoir être légitime. Et c'est pareil en fait au sein des collectivités. Le choix de l'animateur, du chargé de mission est assez crucial parce que quelle est la posture et quel est le type d'animateur qui va être légitime pour parler à l'ensemble des acteurs? Donc bien sûr, des difficultés rencontrées par les femmes, pour parler, dans un monde agricole qui est particulièrement masculin. Donc là aussi, une question de crédibilité, de légitimité, quoique celles avec qui on a échangé, elles nous disent qu'elles arrivent à surpasser et à créer petit à petit la confiance nécessaire pour pouvoir apporter de nouvelles idées. Mais je voyais parmi les participants, il y a quand même une majorité de femmes. Et qu'est-ce que ça dit en fait sur notre capacité aussi à pouvoir échanger et à représenter une figure crédible vis-à-vis de ceux à qui on essaie de faire
évoluer les pratiques. J'imagine que c'est pareil dans d'autres milieux, enfin, ou d'accompagnement du milieu agricole, ou voilà, ce bagage agricole dont on parlait. Est-ce que si on n'a pas de bagage agricole, on peut être, chargé de mission PAT et quand même aller parler aux éleveurs et avoir des choses qu'on sait, malgré le fait qu'on ne soit pas éleveur nous-mêmes? Voilà, et peut-être les dernières slides, je me dépêche. Recréer du lien, bon, bien sûr, ça, c'est les objectifs des PAT. Mais ces liens collectifs, ils sont intéressants et en fait, on le sait tous, quand on arrive à créer des interconnaissances et des groupes qui aiment travailler ensemble, on arrive petit à petit à passer les clivages parce qu'on se connaît, parce qu'on se fait confiance, parce qu'on sait entraider. Et l'exemple du PAT, donc du Grand Autunois Morvan que je citais tout à l'heure, et super, je trouve, parce que petit à petit, donc, les exploitations agricoles, les éleveurs, heu, qu'on a aidés sur un territoire et qu'on a écoutés, et parce que ça, c'est essentiel, il faut arriver à écouter, et notamment parce qu'il y a des souffrances en milieu agricole, à écouter les situations et tous les apports qui sont faits sur les territoires, et ça, il y en a, il faut les reconnaître aussi. Mais petit à petit, ils sont en train de diversifier et d'ajouter des légumineuses, de diversifier leur production, et c'est assez inspirant, parce qu'en fait, ils sont allés rencontrer, ils ont proposé, une formation dans les écoles, la viande est vendue dans les écoles, et donc comme aujourd'hui ils ont cette mission de nourrir le territoire, ils sont prêts en fait à faire évoluer, leur choix de production. Donc moi, je trouve cette histoire, assez inspirante, et assez valorisante, pour des métiers qui vont être amenés à être en difficulté, et ça, on le sait. Hem Et enfin, garantir l'accessibilité du débat, donc ouvrir le débat, sortir des groupes de travail, sortir des réunions techniques, hem pour, donc voilà, c'est ce qu'on disait, donc permettre des échanges qui soient accessibles, physiquement, qui soient accessibles en termes d'horaire, logistiquement, pour ouvrir et avoir d'autres types d'acteurs qui puissent, venir, échanger. Assurer la qualité du débat, la bonne compréhension des messages, mais garder une complexité, et ça, on ne pourra que le répéter, il faut garder cette complexité dans les messages, au risque sinon de servir les raccourcis, et les postures, et de pouvoir permettre de dépasser ces classiques oppositions, compétitivité économique du territoire, vs, impacts environnementaux, parce qu'on les connaît, on les a entendus, et d'aller vers des messages qui soient peut-être plus porteurs, comme, effectivement les enjeux de santé publique, peut-être de biodiversité, et des impacts positifs de certains modèles d'élevage sur le territoire, et ça fait aussi partie du discours. Donc voilà, ça, c'est nos premiers éléments. On est ouvert à d'autres retours d'expérience si vous souhaitez en apporter, et on pense que la publication sera prête, on l'espère, pour, novembre. Voilà. Merci beaucoup, Anna. On vous propose maintenant de prendre un petit temps pour que vous puissiez réagir déjà à ceux que l'on n'a pas entendus pour le moment, aux interventions de Damien et Anna. Il y a eu, je vais faire remonter des questions qu'il y a eu dans le chat, et n'hésitez pas en parallèle à lever la main directement sur Zoom si vous voulez prendre la parole et leur poser directement. Peut-être pour commencer, Damien, je pense que ça s'adressait à toi parce qu'Anna a fait un petit point sur le financement de ce type d'études en début de présentation. Il a été demandé quels ont été les financements de vos travaux dans le chat, et j'en profite pour te demander si tu peux nous dire quand les résultats seront publiés. Oui, oui, pardon, je m'étais noté de dire comment on fonctionnait. Juste Parlons Climat, donc on est une association à but non lucratif qui reçoit des financements pluriannuels de fondations. Donc pas mal de fondations différentes, qui nous aident sur des projets en particulier. Voilà, la Fondation européenne pour le climat, la Fondation Carasso, la Fondation de France, ce genre d'acteurs-là. Voilà. Hem, donc voilà pour ça, et sur la date de publication, c'est très fortement dépendant, de quelque chose que je ne maîtrise pas, mais on vise, de la publier, avant la fin du mois. Voilà. J'ai pas de date précise.
En fait, le PDF, il existe et je pense que certaines l'ont déjà. Euh, mais on veut l'accompagner comment dire, on veut le publier sur notre site avec aussi voilà, un accompagnement éditorial un peu proche, un peu propre. C'est ça qui met un peu de temps. Voilà. Après, si vous êtes intéressé pour aller creuser davantage certains sujets, il y a un webinaire que j'ai fait mardi matin sur le sujet qui peut vous intéresser. Euh, et sinon, vous abonnez à Parlons Climat sur LinkedIn et vous verrez certainement quand tout ça va être publié. Super, merci beaucoup Damien. Ensuite, il y avait une question, Anna, au début, on n'a pas bien compris si quand tu nous disais que c'était pas un sujet en Amérique du Sud, tu parlais de la réduction de la viande ou si tu parlais du fait qu'il n'y avait pas vraiment de crispation face à ce Ah oui, sujet-là. pardon. Non, je disais que nous, on a eu quelques accompagnements en Amérique du Sud et en Amérique centrale d'ailleurs, et que c'était pas un sujet qui était qui parcourait encore la société en fait. C'était pas un sujet qu'on abordait. Donc, Très si ça bien. répond à la question. Complètement. Euh, Une personne nous a aussi fait remarquer au cours de votre présentation que l'élevage, c'était pas que de la viande, mais des types de gestion et des sous-produits, et que la France souhaite relancer la filière laine, par exemple. Et elle se demandait alors comment faire si absence d'animaux. Est-ce que vous voulez réagir l'un ou l'autre? Comment faire, de quel point de vue moi, enfin, en fait, Je pense que comment faire quand on se fixe des défis de relance de certaines filières comme celle de la laine, si parallèlement on pense que la réduction de l'élevage doit être envisagée. je sais pas si je suis en mesure de répondre, ni toi. Non, on est vraiment sur des mesures de politique publique là, de la juste dose. En tout cas, en termes de communication, vu que c'est plutôt là-dessus que, en tout cas, à côté Parlons Climat, et je crois aussi c'est votre cas côté Let's Food, en termes de communication, il y a un peu cette idée de valorisons l'élevage à petite échelle, qui n'est pas intensif et qui est plutôt extensif et qui est plutôt respectueux du bien-être animal, du bien-être de l'agriculteur. Euh, Ça fait partie des points que je mettais. Il faut aussi déconstruire l'agribashing qui peut être reproché à certains organes en se mettant aussi du côté des petits éleveurs, quoi. Et ça veut pas ça veut pas dire mettre fin à tous les élevages. C'est peut-être parler de certains types d'élevage, quoi. Voilà, je sais pas si tu veux compléter, Anna. Bah non, non, mais je te rejoins complètement. L'idée, c'est pas d'arrêter tous les élevages. Je pense que cette idée n'a jamais été évoquée et donc avant même de parler de la laine, il y a beaucoup d'élevages qui ne s'arrêteront pas pour ailleurs, enfin, et qui continueront et de façon, l'idée, effectivement, comme tu le disais, plus durable. Donc pour moi, c'était pas exactement le sujet. Enfin, en tout cas, effectivement, c'est pas ce qu'on disait. Mhm. Et pour compléter vos réponses, du coup, il y a Jean-François Vincent de Biocentre qui précise dans le chat que 99% de la laine française est exportée, donc on a de la marge. Et on a d'autant plus de marge, dit Jérémy, parce que une grande partie n'est pas valorisée. Euh, Il y avait d'autres questions, donc plutôt sur l'élevage. Donc, quelqu'un nous a demandé quelle était la part de l'élevage bovin pour le lait et la part de l'élevage bovin pour la viande dans la totalité en France. Il me semble qu'en nombre de têtes, c'est à peu près équivalent, mais que au cours des 10 dernières années, l'élevage bovin viande a un petit peu enfin, a plus significativement diminué que l'élevage bovin lait. Et elle a complété sa question en demandant si le non-renouvellement des agriculteurs qui partent en retraite n'allait pas diminuer fortement la production bovine.
Et bon, je sais pas si vous voulez répondre, Moi, dire je quelque vous chose invite en à aller voir particulier peut-être là-dessus. sur le recensement agricole. Je pense que c'est assez précis. J'ai envoyé le lien là-dessus, sur les parts exactes. Euh, Après, enfin, ouais, c'est tout ce que je peux apporter. Parfait. Ouais. Il est pas, ouais, enfin, on n'en parle pas d'arrêter. L'élevage. Oui, je pense que, enfin, en tout cas, ça rejoint un peu l'idée de apporter de la nuance, et parce que effectivement, en fait, c'est le risque de comprendre cette idée, de mettre cette idée arrêter l'élevage, alors que c'est pas ce qu'on dit depuis le début, et c'est même pas les termes du débat, et je trouve que ça crée des hypothèses de base qui ne sont pas les bonnes, en fait. Enfin, ou en tout cas, des termes du débat qui sont pas les bons et qui ne permettent pas d'aller beaucoup plus loin. Mm. Il y a Maud, d'ailleurs, tout à l'heure, qui a apporté un éclairage intéressant en disant que il y avait une grande majorité des surfaces agricoles en France qui étaient consacrées à l'élevage et aux produits liés à l'élevage, notamment à l'alimentation animale. Et que du coup, si on est dans une démarche comme le disait Damien tout à l'heure, de souveraineté alimentaire, de relocalisation de d'autres types d'agriculture dans lesquelles on est déficitaire en France, comme les fruits, les légumes, mais aussi les légumineuses, il faut qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on va les produire, où est-ce qu'on va les produire, et donc ça pose nécessairement cette question d'équilibrer les productions. Euh, c'est effectivement au moins 70% de la surface agricole utile qui est utilisée aujourd'hui enfin, qui est dédiée à l'élevage en France. On peut prendre Merci. une autre question, oui. Oui. On a une question au moment où Damien, tu parlais de l'image que l'on a des végétaliens, il me semble. Ouais. Quelqu'un demandait si ces images-là, elles pouvaient s'expliquer par le fait que l'argument environnemental, c'est le seul qui peut paraître loin de l'expérience quotidienne ou sensible des personnes. Euh, je comprends pas bien le lien. Je sais pas si la personne qui a posé la question, elle peut peut-être compléter. Mais moi, enfin, ce que je lis aussi dans ce résultat-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se prononcent pas. Donc probablement que on ne se représente pas bien que le fait de manger moins de viande, c'est le meilleur acte en termes d'éco-gestes, quoi. Probablement, oui. Et probablement et c'est ce qui me dit plus tard, probablement et sûrement que ce lien-là n'est pas fait. Euh, voilà. Alors, est-ce que c'est pour ça que, enfin, euh, après, je ne saurais, enfin, pourquoi ils ont une bonne image, ces personnes-là? Je pense que c'est surtout parce que, il y a un peu cette idée de tout le monde fait un peu comme il veut, quoi. Sur son alimentation, vu qu'on touche à une forme d'intime. Voilà, je sais pas si je réponds à la question, et si la personne veut peut-être rebondir, n'hésitez pas. Ouais, il complète à l'écrit en disant que c'est par rapport au fait que c'est pas dans le top 3 des raisons. Ouais, euh, oui. En fait, ok, donc en fait, pourquoi les gens ne sont pas beaucoup plus positifs envers les végétaliens, quoi. En fait, c'est un peu ça Mm. l'idée. Oui, probablement. Probablement, c'est aussi parce que bah, en fait, le climat, et la protection de l'environnement, c'est pas une priorité pour quand même un certain nombre de personnes. Donc oui, ça peut s'expliquer comme ça. Merci. Quelqu'un d'autre demandait si dans l'enquête Damien, vous parliez de végétalien ou de vegan ou des deux à égalité. Végétalien. Donc, et à chaque fois, on mettait entre parenthèses ce que ça voulait dire. Donc, Bien. enfin, sans viande et poissons pour les végés et sans tout le reste, enfin, sans les œufs en plus, etc. pour les végétaliens. Très bien. Il me semble qu'il y avait des questions sur les animaux domestiques, mais je suis désolée, je crois que j'ai pas très bien saisi. Donc, si vous voulez prendre la parole pour les poser directement, ce sera très bien. Et sinon, je pense qu'on a fait remonter le gros des questions qui étaient posées jusque-là dans le chat. J'ai l'impression que la question, sauf si la personne veut prendre la parole, mais c'était le lien justement entre les filières, enfin, l'élevage, les filières de viande et l'alimentation animale, enfin des animaux domestiques.
Et encore une fois, alors il y a sûrement des personnes qui, si vous avez plus d'éléments là-dessus, n'hésitez pas à prendre la parole. Mais il me semble encore une fois, probablement un peu comme pour d'autres filières, on a encore une marge de progrès pour valoriser l'ensemble des produits qui sont produits aujourd'hui par des élevages durables pour alimenter aussi ces filières-là. Donc, je pense qu'on n'a pas encore rebouclé entièrement sur ces productions-là. Mais encore une fois, pas du tout une expertise sur cette question particulière. Mm. Ok, très bien. Stéphanie nous dit qu'elle ne peut pas préciser en direct. Pas de problème. S'il y a des personnes qui veulent réagir directement, n'hésitez pas à lever la main, prendre la parole. Il y a eu effectivement des... Ah, non. Oui, Des- alors, Ah oui. hop, on va pouvoir prendre une question. Super, Jean-François, je pense qu'on vous entend et qu'on peut vous laisser la parole. Oui, bonjour. Je voulais intervenir par rapport aux arguments par rapport à l'environnement. Donc, vous disiez effectivement que c'était pas enfin, c'est difficile de faire le lien et d'utiliser. Il me semble, alors moi, je suis un ancien président de coopérative d'éleveurs viande. Et alors moi, on est dans la diagonale du vide, hein, dans les régions de bocage, dans le Massif central. Et en fait, l'essentiel de la coopérative était fait sous signe de qualité, que ce soit en agriculture biologique ou en IGP, hein, c'était des ovins. Donc le principal signe de qualité en ovins, qui est l'agneau du Limousin. Et en fait, il me semble que comment dire, au moins par les éleveurs, mais je pense que bien sûr par le marché aussi, c'est-à-dire que faire le lien entre le paysage et l'élevage et donc la consommation de viande peut être tout à fait bien ressenti, au moins dans toutes les régions où, comme chez nous, le paysage n'est encore pas trop dégradé et il est même entretenu par l'élevage de ruminants du moins. C'est un peu différent pour les monogastriques, même complètement différent pour les monogastriques, mais dans le cas des ruminants. Et cet argument-là de dire on ne concurrencera jamais la production de viande sans signe, disons, de la bidoche qui vient de l'autre bout du monde, si on ne respecte pas des conditions de qualité, non seulement de production de nos animaux, mais aussi d'entretien de l'environnement. Et ça permet de donner du fond, enfin, un sens concret à ce que c'est que la notion de biodiversité qui est entretenue par les ruminants. Voilà. Et je pense que c'est un argument qui est entendable, y compris par les publics dont vous avez rappelé, qui sont plutôt opposés, quoi. Mm. Je sais pas si tu veux réagir, Anna, ou moi, comme tu veux. Ben non, mais encore une fois, oui, c'est un sujet qui est complètement entendable et qui est valorisé. Et quand on disait, je pense, adapter la communication à chaque territoire, il y a des territoires où en fait, il faut que l'élevage soit présent et c'est OK, on peut en discuter et on peut voir, qu'est-ce qu'on en fait et comment on le valorise. Je pense qu'on est complètement en accord, avec ça. Je ne sais pas quelles sont les publications qui, selon vous, allaient contre cette idée, mais je pense que ça allait, nous, en tout cas, dans notre message, que d'apporter de la nuance. Et c'est Ouais, aussi un argument qu'on entend souvent, effectivement, les bienfaits de l'élevage sur les paysages. Et ouais, il est complètement entendable, Oui, Damien. j'allais dire là que c'est un argument qui peut être plus utilisé, parce que ouais, j'ai Mhm, l'impression que dans tout à votre fait. démonstration, vous disiez que on peinait à expliquer, à justifier ça par rapport à l'environnement. Or, cet argument-là, c'est-à-dire on va dire, qu'il utilise l'environnement, mais aussi comme réalité économique derrière. Maintenir des élevages en France, ça veut dire maintenir des élevages de qualité. Et la qualité, qu'est-ce que c'est? C'est pas simplement la façon de produire, c'est aussi le paysage qui est créé par ces élevages. Ça veut dire que oui, la oui. réduction de la production, elle est pas, c'est pas c'est maintenir le revenu des éleveurs derrière et maintenir des éleveurs nombreux aussi. Mm.
Là-dessus, nous, ce qu'on a vu dans notre étude, c'est qu'en effet, il y a, il y a, il y a beaucoup de gens très attachés à l'agriculture française et à ce qu'elle représente en tant que, il y a une forme de fierté associée à ça. Aussi parce qu'il y a ce côté entretien des paysages et c'est en effet un levier sur lequel capitaliser. Je l'ai mis un peu en filigrane, hein, mais voilà, ce côté attachement à l'agriculteur ou à l'éleveur paysan qui entretient les paysages, à une forme d'agriculture qui est soucieuse du bien-être animal, soucieuse du bien-être de l'agriculteur et donc de la planète. Cette approche un peu one health, une seule santé, c'est un sujet qui peut permettre de réunir les opposés et qui donc en tout cas, nous semble intéressant. Je complète un point sur les labels. On a vu, nous, on a interrogé le label, enfin, pas le label bio, mais l'idée de bio en général. Pour le coup, à l'inverse, tout ce qui est perçu comme un label, c'est vu avec une très grande défiance. Donc, en effet, incarner l'impact de l'agriculture ou d'un mode de production sur l'environnement direct, ça permet un peu plus d'engagement et plus de compréhension des arguments. Voilà. Merci à tous les deux. Il y avait Jérémy qui... Ah pardon Anna, vas-y, complète, hein. Non, non, mais peut-être parce que je lis aussi l'autre argument, c'est la captation de carbone par les prairies. Je pense qu'en fait, dans les projets alimentaires, on connaît ces arguments et qu'on a tendance à se les opposer. Enfin, pas les opposer, mais en tout cas, il y en a un qui dit ça, il y en a l'autre qui dit ça. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est comment, en fait, qu'est-ce qu'on construit ensemble pour qu'en fait, on s'écoute et on s'entende, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on se répète les arguments comme un peu un ping-pong. Et je trouve que en fait, ça manque de projets peut-être très concrets sur les territoires qui fait qu'on fait un pas vers l'autre, en fait. Que je trouve que ça manque de pas vers l'autre sur les éleveurs et ceux qui essaient d'échanger sur le fait de réduire la consommation de viande et les impacts que ça peut avoir sur Mm. les cheptels, sur les territoires. Merci Anna. Jérémy, je vous laisse prendre la parole. Oui, merci, bonjour. Euh, c'est Damien qui parlait de l'incarnation des éleveurs qui sont peut-être plus incarnés par rapport aux producteurs de légumineuses ou des choses comme ça. Ça m'a fait penser à des personnes qui sont encore moins incarnées dans la chaîne de production, c'est les personnes qui travaillent dans les abattoirs. Et dans l'idée là de l'argumentation gros versus petit, euh, bah, sur les conditions de travail dans les abattoirs, là, ça s'applique aussi Mm. très fortement. Et est-ce qu'on pourrait pas un peu plus insister ou parler de ça voilà, par exemple, dans les abattoirs d'une grande marque de saucissons dont je tairai le nom, il y a un énorme turnover. Les personnes sont en arrêt maladie ou démissionnent parce que les conditions de travail sont très dures et c'est aussi très déshumanisant d'abattre des animaux à la chaîne, euh, voilà, dans les abattoirs de grande taille, quoi. Euh, je sais pas si ça, enfin, c'est une bonne remarque. Je sais pas si ça attend une réaction de ma part, mais je pense en effet l'angle travail. En fait, il y a un point que je vous ai pas détaillé ici, c'est qu'il y a un très fort, euh, il y a une très forte empathie envers les agriculteurs qui s'exprime par le fait que tout le monde considère que le revenu c'est important, etc. Est une des premières priorités. Derrière, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un lien qui peut être fait sur en effet, il y a un discours sur le travail qui est pas encore très investi et qui peut être intéressant. Alors, j'ai pas assez d'éléments pour l'étayer, mais il y a pas mal de signes comme ça qui nous font dire que oui, on pourrait parler enfin, il y a un sujet conditions de travail qui pourrait mettre un peu au cœur, en fait, aussi bien d'un côté, la surutilisation des pesticides et de l'autre, les conditions d'élevage et d'abattage dans certains cas. Donc oui, je suis pas, on n'est pas au bout du sujet, on est un peu en train de travailler dessus pour rien te cacher, je sais pas, en climat, euh, parler des conditions de travail, mais en effet intéressant, je pense. Parce que et globalement, les ouvriers agricoles sont des gens qui sont globalement invisibilisés, quoi. Et les salariés agricoles sont globalement assez invisibilisés. Donc il y a peut-être des choses là-dessus aussi, quoi.
Si on va prendre une dernière question ou réaction de Marine Colli, si tu veux activer ton micro. Bonjour, merci. Je vais commencer par vous dire que moi, je suis une ancienne salariée d'Interbev, donc la filière viande, donc je vois à peu près de quelle crispation vous voulez parler, mais je suis aussi là pour vous dire que moi, ce que j'ai ressenti quand je travaillais encore dans la filière, c'est que il y a des crispations, mais il y a aussi beaucoup d'éleveurs qu'on pourrait vraiment embarquer sur la question du manger moins, s'il y avait un peu moins, je pense, de confusion dans la hiérarchisation des objectifs qu'on pose. Je m'explique, enfin, on parle souvent de moins d'élevage en même temps qu'on parle de moins de viande, dans un contexte où en fait il y a une chute de la production, notamment en ce qui concerne la viande bovine, et puis une hausse des importations. Et du coup, je trouve que si on était très clair sur l'objectif central, c'est-à-dire le moins de viande, et qu'on faisait du moins d'élevage en fait un objectif au service de l'objectif de moins de viande, eh ben, on ramènerait sans doute pas mal d'éleveurs dans le combat. Et le moins d'élevage, il peut servir effectivement comme un outil dans certaines régions et pour certains secteurs de production, mais pas pour toutes. Moi, j'habite dans le Massif central et le moins d'élevage, il va arriver tout seul. Et peut-être que le moins d'importation suffira à répondre à l'objectif de moins de viande. Mais je trouve que enfin, voilà, c'est pas une question, je suis désolée. C'est une remarque, c'est que je crois qu'il faut qu'on soit tous collectivement super clairs sur l'objectif central. Et pour moi, de mon point de vue, en tout cas, le premier objectif, c'est le moins de conso, quoi. Et en faisant ça, ben voilà, je pense qu'il y aura plus facilement du consensus à créer dans les territoires. Peut-être une piste à ajouter du coup à la publication de Let's Food, en tout cas à creuser. Merci beaucoup, Marine. Eh ben, merci beaucoup pour ces échanges, ces réactions. Je vais laisser la parole à Alizée pour conclure. Et merci. Ouais, merci Julie. Effectivement, on va pas avoir le temps de répondre à toutes les questions, on est désolé, mais merci beaucoup pour toutes celles que vous avez posées et pour celles et ceux qui ont pris la parole. C'est vraiment très intéressant. Donc, merci, ça va continuer à nourrir nos réflexions qui, encore une fois, on disait, sont en cours. Donc, on avance au fur et à mesure avec vous. Juste deux mots, comme ça, on finit vraiment à l'heure. Pour vous dire que on vous repartagera les liens vers toutes ces études, celles qu'on peut vous partager aujourd'hui, mais surtout à l'avenir, si vous voulez, on partagera les publications de Let's Food, de Parlons Climat quand elles seront publiées. Pour cela, inscrivez-vous bien au bulletin parce qu'on ne va pas vous les envoyer comme ça spontanément si vous ne vous inscrivez pas vous-même. On peut peut-être remettre le lien dans le chat, Julie, s'il te plaît. Dans les prochains événements, juste pour vous annoncer, malheureusement, les inscriptions sont maintenant closes, mais les prochaines rencontres d'Alta, les deuxièmes rencontres de l'Alliance ont lieu ce mardi. Donc, peut-être qu'on recroisera certaines d'entre vous à ce moment-là, si vous êtes déjà inscrits. Et on aura un prochain atelier qu'on vous annonce, qui sera le 8 octobre. Et pour le coup, on parlera plutôt de légumes à cette occasion-là, avec le collectif des fermes municipales, un nouveau réseau qui s'est créé récemment. On sera avec Julien Vert de Potager et Compagnie et Fabrice Beauvois, qui est directeur général des services de la commune de Roquebaron. Donc ça, c'est le 8 octobre et on vous enverra pareil à travers la liste d'infos et du bulletin des infos pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que j'ai oublié des choses, Julie, à mentionner Je à pense ton qu'on avis? est Ça pas va. mal. Vous Ok. trouverez tous les liens dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Anna et merci beaucoup à Damien pour vos présentations extrêmement intéressantes. On attend les études avec impatience, la publication. Merci à vous toutes et tous pour votre temps cet après-midi et pour toutes vos questions. Et bonne fin d'après-midi et à bientôt. Merci beaucoup.